Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, vers la mise en œuvre du PEDEL 145T en République démocratique du Congo, le gouvernement a exhorté à mettre à la disposition de la Caisse nationale de péréquation les dotations financières devant assurer son fonctionnement. L'appel est lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'Afrique du Sud est soumise à des coupures de courant quasi quotidiennes depuis plus de 6 mois, une situation qui ralentit la vie quotidienne des habitants, mais aussi des pans entiers de l'économie. Quelle réponse de la part du gouvernement? Focus à suivre dans ce journal. Le Seattle Storm sélectionne la basketteuse camerounaise Dulcie Fakam Benjia 2 qui rejoint ainsi la Ligue américaine professionnelle de basketball féminin. Dans un rapport destiné au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les autorités maliennes de transition à accélérer le processus visant à rendre le pouvoir à des civils élus de début 2024, conformément à leurs engagements. Cette demande de l'ONU, qui se dit préoccupée, intervient un mois après l'annonce par le gouvernement malien du report sine die du référendum constitutionnel qui devait se tenir le 19 mars dernier. Ce référendum est une étape capitale vers les élections prévues en 2024, censées acter le retour à un ordre constitutionnel. Notons que l'ONU s'inquiète également dans ce rapport de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015, actuellement au point mort. Reprise des combats à l'est de la République démocratique du Congo après un calme relatif observé depuis plusieurs semaines. Des combats impliquant le M23 sont survenus ce mercredi matin au nord de Goma, dans la localité de Kibumba. Les affrontements auraient duré près de 2 heures, indique Fataki Sebatouti, président de la société civile du groupement de Kibumba. Quant à la rébellion du M23, son président Bertrand Bissimois accuse sur Twitter le gouvernement d'avoir attaqué les forces rebelles en violation des résolutions de la communauté d'Afrique de l'Est. Favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales, c'est le plan des ressources, c'est l'objectif affiché par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le pays dispose d'un programme en la matière ainsi que d'une caisse nationale. L'enjeu est crucial car il en va du développement de plus d'une centaine de collectivités territoriales défavorisées et toujours en attente des dotations de l'État. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour viabiliser la Caisse nationale de péréquation afin de booster le programme de développement local de 145 territoires. Outre cette recommandation faite le 7 avril 2023, le président a également exhorté le gouvernement à passer à la phase de réalisation du projet de construction de la route Kamba afin que les travaux puissent être lancés d'ici mai 2023. La construction de la route de Kamba permettra d'ailleurs de la relier à la nationale numéro 1. Le président de la République a rappelé au gouvernement son engagement pris lors de la dernière conférence de gouverneurs tenue à Mbandaka en décembre 2022 sur la nécessité d'impulser la Caisse nationale de péréquation et de veiller à son opérationnalisation afin de se conformer aux prescrits de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la dite caisse. Pour le président Tshisekedi, la viabilisation de la Caisse nationale de péréquation permettra de réduire les inégalités spatiales de développement entre les provinces persistantes pour manque de politique volontariste, à redynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures publiques et de transformer les conditions et le cadre de vie des populations vivant dans les zones mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. Pour l'opposition congolaise, cette mesure est initiée alors que l'élection présidentielle est prévue pour le 20 décembre 2023. Pour le président de la République et dans le strict respect de la Constitution, la Caisse nationale de péréquation devrait sans relâche veiller à réduire les inégalités spatiales persistantes par marque de politique volontariste, à redynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures publiques en soutien aux avantages comparatifs naturels du fait de la présence notamment des terres arables, de rivières et des cours d'eau favorables aux activités de pêche, à transformer les conditions et les cadres de vie de nos populations dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base.
Rappelons que la Caisse nationale de péréquation est chargée d'assurer la solidarité nationale en luttant contre les disparités en matière de développement entre les entités territoriales. Par ailleurs, le président a souligné la nécessité pour le gouvernement de mettre à la disposition de cette institution les ressources financières indispensables pour son fonctionnement et pour le financement des différents projets d'investissement public. Rappelons que c'est lors de la 93e réunion du Conseil des ministres que ces points ont été soulignés. Les listes électorales de Madagascar comptent 9,6 millions d'inscrits d'après la Commission électorale nationale indépendante. La région d'Analamanga compterait le plus grand nombre d'électeurs. La fin de l'enrôlement prend fin le 10 juin 2023. C'est en octobre 2022 que la Commission électorale a démarré le recensement dans le cadre de la refonte totale de la liste électorale dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 9 novembre prochain. Des villes plongées dans le noir des heures durant. Depuis plusieurs mois, l'Afrique du Sud connaît des pannes régulières d'électricité d'une ampleur sans précédent dans ce pays encore largement dépendant des énergies fossiles et qui est par ailleurs confronté à un surendettement de la Société nationale d'électricité. L'ESCOM, qui fournit et distribue 90% de l'électricité dont le fonctionnement pose problème car il repose encore aujourd'hui à plus de 80% sur l'exploitation du charbon. Alors face à la crise, que propose le gouvernement? Élément de réponse dans ce sujet de Graziella Chakunte. Goshencho Ramakopa parviendra-t-il à sortir l'Afrique du Sud du noir? L'ancien maire de Pretoria, récemment nommé ministre de l'électricité, est à pied d'œuvre pour tenter de trouver une solution à la crise énergétique inégalée qui frappe la nation arc-en-ciel. Sa stratégie, améliorer les performances des centrales à charbon pour réduire les délestages qui paralysent l'économie. La persistance de niveaux élevés des coupures d'électricité pénalise l'économie sud-africaine et cause des préjudices indicibles aux plus vulnérables, tout en limitant notre capacité à attirer les investissements. C'est en effet un manque d'investissement dans la maintenance des parcs de centrales à charbon qui est à l'origine de la déliquescence de la production et de la distribution de l'électricité en Afrique du Sud. Et à cette obsolescence s'ajoute l'utilisation d'un charbon de mauvaise qualité qui contribue à la détérioration des centrales déjà vétustes. À présent, l'enjeu est de diversifier les sources d'énergie. Je ferai une présentation au Conseil des ministres qui prendra une décision à la fin du mois sur la manière de résoudre la crise de l'électricité. Une des propositions est de mettre à ESCOM d'acheter directement auprès des fabricants d'équipements d'origine plutôt qu'auprès d'intermédiaires. Pour l'heure, l'urgence pour la compagnie nationale d'électricité ESCOM est de combler l'écart entre l'offre et la demande, évaluée à environ 66 000 MW. Faute de quoi, les autorités sud-africaines mettent en garde contre un hiver sombre et froid. Au Somaliland, à la Sanod, des affrontements opposent depuis plusieurs semaines l'armée régulière à des forces séparatistes. Les combats ont fait depuis début février au moins 210 morts dans cette ville du Somaliland, État sécessionniste qui s'est séparé de la Somalie en 1991. Alors, suite aux violents affrontements, au moins 90 000 personnes ont quitté le territoire pour rejoindre les régions voisines, mais aussi le pays voisin d'Éthiopie, où se pose la question de leur prise en charge. Corinne Kamdem. En Éthiopie, la relocalisation depuis les zones frontalières des réfugiés somaliens nouvellement arrivés fuyant les affrontements dans la ville somalienne de Lascanod a commencé. Au cours des 3 derniers jours, le service éthiopien des réfugiés et des rapatriés RRS, avec le soutien de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'HCR, ont organisé leur transfert vers un nouveau site, celui de Bok, situé dans le district de Mirkan, à environ 50 km de la frontière entre l'Éthiopie et la Somalie. La relocalisation des réfugiés nouvellement arrivés en Éthiopie qui ont fui les affrontements dans la ville somalienne de Lascanod a commencé avec 1036 personnes les plus vulnérables transférées des zones frontalières vers une nouvelle installation au cours des 3 derniers jours. Nous procédons à la relocalisation parce que les zones où les réfugiés s'installaient à leur arrivée ont commencé à être surpeuplées, ce qui a accru les
risques d'insécurité. Le gouvernement éthiopien a généreusement alloué 400 hectares où les réfugiés somaliens peuvent s'installer et accéder aux services existants tels que la santé, l'eau et l'éducation. De son côté, le HCR continue d'inciter les autorités et les dirigeants locaux à évaluer les lacunes dans les services de base afin que l'aide profite à la fois aux réfugiés et aux Éthiopiens. Par ailleurs, au mois de mars, le HCR, en collaboration avec des partenaires humanitaires, a lancé un plan interagence d'intervention d'urgence pour les réfugiés de 116 millions de dollars pour une réponse immédiate aux besoins critiques auxquels sont confrontés les réfugiés et les communautés d'accueil dans cette région. Depuis le début des affrontements à la mi-février, des milliers de personnes sont arrivées dans la région somalienne d'Éthiopie en quête de sécurité. La semaine dernière, 91 000 personnes avaient été enregistrées par les autorités éthiopiennes avec le soutien du HCR. Les réfugiés continuent d'arriver, fuyant la violence en cours dans leur pays d'origine. La plupart sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Parmi eux se trouvent plus de 3 400 enfants et adolescents non accompagnés et séparés. Les réfugiés somaliens continuent d'affluer dans la région éthiopienne Somalie afin d'échapper aux affrontements et à l'insécurité dans la ville de Lascanode, dans la région de Saule. L'Éthiopie accueille des réfugiés depuis des décennies et accueille actuellement près de 990 000 réfugiés de pays voisins comme le Soudan du Sud, la Somalie, l'Érythrée et le Soudan. Nouveau bilan provisoire en Guinée équatoriale du virus de Marburg qui sévit depuis près de 3 mois dans le pays. Depuis l'apparition des premiers cas en janvier 2023, il y a eu 11 décès confirmés selon le nouveau bilan du ministère de la Santé rendu public ce mardi. Le ministère fait également état de 15 cas positifs et de 385 cas contacts. Les premiers cas recensés de ce virus à fièvre hémorragique proche d'Ebola ont été repérés dans la province de Kientem, à l'est de la Guinée équatoriale. Sachez que de son côté, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, craint que l'épidémie n'ait fait plus de victimes et estime le risque épidémiologique très élevé au niveau national et modéré au niveau régional. Dulcie Fankam Mendia 2 intègre la Ligue nationale américaine de basketball féminin. Dulcie Fankam Mendia 2, 23 ans, est la deuxième basketteuse camerounaise à rejoindre la Ligue américaine professionnelle. Une consécration pour la native d'Hong Kong Samba qui vient d'être sélectionnée par le Seattle Storm. Nathalie Mo. La première Camerounaise draftée en division féminine WNBA de la National Basketball Association NBA américaine se nomme Dulcie Fankam Mendia 2. Le 10 avril 2023, l'internationale camerounaise de 24 ans a été sélectionnée par Seattle Storm, la franchise de la WNBA. Cette annonce intervient alors que le Cameroun prépare sa participation à l'Afrobasket féminin prévue du 28 juillet au 6 août 2023. Être partie intégrante de la compétition la plus relevée de basketball au monde entier, forcément ça a de la plus-value. Et lorsqu'on est sur la trajectoire de Dulcie Fankam, qui est sur une pente croissante depuis environ 3 à 4 ans, forcément ça ne peut qu'être tout bénéf pour l'équipe du Cameroun. Dulcie Fankam Mendia 2 est présentée comme la figure de proue de l'impact de l'Afrique sur le basketball universitaire américain. Elle a terminé la saison dernière comme co-meilleure joueuse du championnat national universitaire féminin et figure dans l'équipe avec les Memphis Tigers grâce à des statistiques impressionnantes. La basketteuse camerounaise a enregistré 16,5 points et 12,3 rebonds en moyenne par match pour un taux de réussite au tir estimé à 58%. La position qu'elle occupe aujourd'hui au sein du basketball camerounais en termes de valeur, elle va forcément nous être d'une importance capitale. Quand on parle de la WNBA, c'est quand même le sommet du sommet, la crème de la crème, ce qui se fait de mieux en termes de basketball sur le plan mondial. Et donc pour une joueuse qui va être amenée à évoluer dans cette ligue-là, être confrontée à un certain type d'adversité au quotidien, être confrontée à un certain type d'adversaire régulièrement, forcément ça va accroître son niveau, ça va accroître son expérience. Et tous ces éléments-là sont bien sûr des facteurs qu'elle pourra mettre au compte du Cameroun. La basketteuse internationale Dulcie Fankam Mendia 2 est médaillée de bronze avec les Lions indomptables du basketball à l'Afrobasket 2021.
L'ancienne Most Valuable Player saison 2018 de la Ligue régionale de basketball du Centre est la deuxième Camerounaise à intégrer la Ligue américaine professionnelle de basketball féminin après Alvin Mendeng en 2008. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.